va parler de l'Europe et de cette possible élargissement. De nouveaux membres dans l'Union européenne d'ici 2030. Une dizaine sont en train de discuter avec la Commission européenne. Il y a l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Moldavie notamment. On est avec Benjamin Couteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Avant de parler de la situation de chacun, est-ce que l'Union européenne, quand on voit la complexité de faire passer des décisions aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, de s'élargir ? Si on écoute la Commission européenne, si on écoute la plupart des États membres, la question elle est assez simple. Enfin, la réponse est simple, oui. La façon dont on le fait, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que depuis le 24 février 2022, on a une pression qui existait déjà avant, mais qui est plus claire que jamais. C'est la menace russe sur notre sécurité, sur notre stabilité, sur notre souveraineté. Que ce soit dans les zones qui peuvent paraître périphériques, comme l'Ukraine, la Moldavie, mais aussi en France. On est en permanence sous cette menace-là qui a été désignée par les autorités et par l'armée. Donc cette menace-là, comment on la contre ? Une des réponses, c'est pas la seule, mais une des réponses en tout cas, c'est l'élargissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir, en tout cas c'est l'impression qu'en ont la Commission des États membres, de zone grise sur le continent. On ne peut pas avoir des États qui en plus souhaitent rejoindre l'Union européenne. Il ne faut pas non plus tomber dans la dérive du Kremlin qui croirait qu'on veut nous-mêmes nous accaparer ces États-là. Non, c'est des États qui veulent rejoindre l'Union européenne. On ne peut pas les laisser dans une zone grise parce que qu'est-ce que va chercher à faire la Russie ? Les déstabiliser pour mettre en danger notre sécurité. Donc s'élargir, c'est être plus fort et non pas plus faible. Exactement. Et ensuite, la question du comment, bien sûr, elle est centrale. C'est une question qui est, même à 27, en partie en permanence présente. Qu'est-ce qu'on fait à 27 ? Comment on le fait ? Est-ce qu'on est vraiment capable de prendre des décisions ? Je pense que si on prend aujourd'hui l'histoire récente de l'Union européenne, donc on a fait un gros élargissement en 2004 qui a fait beaucoup parler, qui est aujourd'hui en général assez mal perçu, notamment en France. Mais si on voit tout ce qu'on est capable de faire, notamment nos derniers engagements sur le Green Deal, après depuis la mandature qui a commencé en 2024, on peut considérer que ce Green Deal est mis en danger. Le Green Deal, c'est le pacte vert qui fait qu'on va effectivement réduire nos émissions de carbone. Mais quand on voit le Green Deal, les 19 paquets de sanctions qu'on a réussi à adopter à 27 contre la Russie, bien qu'on ne soit pas forcément tous d'accord, quand on voit ce qu'on est capable de faire, on peut se dire qu'au final, on est quand même capable d'avancer et de défendre nos intérêts plus que quand on était même 6, 12, 15, où il y a eu bien sûr des avancées majeures, mais si on pense au traité de Nice en 99, c'était quand même la victoire des égoïsmes nationaux qui nous a empêchés d'avancer. Et c'est à 27 qu'on a négocié ensuite un futur traité constitutionnel qui n'a pas été voté, mais ensuite le traité de Lisbonne qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette ambition. Donc, être plus à participer au même projet, c'est être plus fort et surtout dans un monde où la recomposition des équilibres mondiaux nous met de plus en plus en danger. Parce que face à nous, il y a la menace russe, mais il y a les États-Unis qui sont plus forcément de notre côté. Il y a la Chine qui nous met la pression, en particulier sur les terres rares. Et on sait qu'il y a des États candidats qui ont ce type d'avantage-là en matière de terres rares. Je pense à la mine de lithium en Serbie. Donc il faut voir que ces États-là peuvent aussi nous apporter plus une certaine stabilité et une place sur le monde dans le monde qui est plus assurée. Annalisa. Un des obstacles à l'élargissement, c'est l'opinion publique européenne qui pourrait ne pas être d'accord avec cet élargissement. Donc on commence à parler d'une formule intermédiaire, d'une espèce de période de transition avant l'adhésion complète. Est-ce que c'est suffisant pour rassurer les Européens ? Je ne sais pas si ce sera suffisant. Ça, c'est disons, le résultat d'un éventuel référendum en France qui nous le dira, parce que c'est la question qui se pose. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut parler d'élargissement de plus en plus, parce que, comme je disais, la Constitution prévoit un référendum qui peut être évité, mais en tout cas, ça paraît la solution première, surtout compte tenu de la situation parlementaire actuelle. Donc ça, on verra à ce moment-là si ça peut rassurer les opinions publiques. Mais en tout cas, c'est une façon de le faire. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que les Français, parce que c'est le pays qui nous intéresse le plus et qui intéressera le plus aux spectateurs, les Français s'intéressent aux questions d'agriculture. Est-ce que l'Ukraine ne sera pas une menace pour notre agriculture ? En matière de fonds qui vont être versés à ces États qui vont adhérer à l'Union européenne, est-ce que les Français ne vont pas se retrouver à payer plus pour ces États-là, alors qu'on nous dit qu'il faut serrer la ceinture en France ? Toutes ces questions-là, effectivement, la question de période transitoire, ce qu'on a fait en 2004 par exemple, on a pendant quelques années mis de côté la liberté de circulation des travailleurs. On sait qu'à l'époque la question du plombier polonais faisait la une des médias, on sait que la question des délocalisations était très présente. Donc pour essayer de répondre à ce type de crainte, de doute de la part de la population des États membres, c'est une formule qui peut être mise en œuvre. Et il y a des États qui aujourd'hui, parmi les plus avancés, le Monténégro, l'Albanie, qui se sont dit prêts à accepter ce genre de sacrifice
sacrifice en se disant au moins on peut adhérer à l'Union européenne. Bien sûr qu'ils n'ont pas envie d'être un État membre de seconde classe, bien sûr qu'ils n'ont pas envie de faire trop de sacrifices, mais ils sont capables d'une certaine manière de dire on comprend que c'est difficile pour vous, donc pour rejoindre le club qui reste quand même aux yeux du monde entier un club qui est pérenne, qui est prospère, pour rejoindre ce club, ils sont prêts à faire cet effort-là. Alors quand on dit que le Monténégro et l'Albanie sont plus avancés, qu'est-ce qu'ils ont fait ces dernières années comme effort pour pouvoir rentrer dans le club ? Ils ont fait des efforts sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Surtout la question de la démocratie, de l'état de droit et de la justice. Par exemple, l'Albanie a fait une réforme de la justice qui a permis de lutter contre la corruption de nombreux juges, de nombreux professionnels de la justice de manière générale, cette réforme-là n'aurait pas été faite si jamais l'Union européenne n'avait pas été crédible. En fait, ça fait un quart de siècle quasiment maintenant qu'on promet l'adhésion aux États candidats, notamment aux Balkans occidentaux. Et en un quart de siècle, il y a eu beaucoup de crises, d'où cette question aussi des périodes transitoires qui nous permettraient d'aller plus vite. Il y a eu des moments de crise que vous connaissez par cœur, la question de l'euro, la question de la dette, la question des migrants, le Covid. En fait, on s'est un peu détourné de cette région-là. Et comme on n'était pas crédible, ces États-là n'ont pas fait d'efforts. Maintenant qu'on est crédible, parce qu'on a dit depuis 2022, en fait, on s'est rendu compte que c'était nécessaire d'élargir. L'Albanie fait des efforts sur la justice. Le Monténégro s'est débarrassé, les citoyens monténégrins, c'est eux qui ont voté, sont débarrassés d'un dirigeant qui était au pouvoir depuis 30 ans, donc certes élu démocratiquement, mais je pense qu'il n'y a aucune démocratie qui peut se réjouir d'avoir le même dirigeant pendant 30 ans. Donc les Monténégrins ont changé de gouvernement, un gouvernement qui a commencé à réformer l'administration, qui a fait aussi des réformes en matière de justice. Donc ces fondamentaux-là, la Commission le dit, c'est pas parfait, sinon il serait déjà membre de l'Union européenne, mais c'est tout le but des négociations que de faire en sorte qu'ils soient prêts à rentrer dans l'Union européenne. La Commission européenne a dit, en tout cas, vous avez fait des efforts sur ça, et on le voit, c'est quelque chose de très technique, la question des chapitres, mais en tout cas, disons, sur un tiers de ce qui reste à faire pour le Monténégro, la Commission européenne a dit, vous êtes sur la bonne voie, et c'est ce qui permet de dire aujourd'hui qu'ils ont fait des progrès. C'est par contre sur la Géorgie que c'est plus complexe. Vous parlez justement de l'influence russe. Là, c'est le sujet complètement. Clairement. Et on voit même que les autorités géorgiennes n'ont pas réagi. On dit, écoutez, nous, on a pris acte de cette décision. Le gouvernement avait dit qu'il voulait geler leur candidature jusqu'en 2028. Aujourd'hui, il n'y a aucun effort qui est fait des deux côtés et clairement l'influence russe, on le voit en fait, quand on n'est pas crédible, quand on n'arrive pas à s'imposer, l'influence russe arrive à prendre le dessus et à faire en sorte qu'un pays se défasse complètement de la voie de la démocratie, de l'état de droit. Et les citoyens géorgiens, l'opposition géorgienne aujourd'hui sont mis en prison tous les jours. Donc ce qui montre bien que quand on a un gouvernement qui ne respecte pas ces règles-là, quand l'Union européenne n'est pas assez forte, on perd du terrain. Merci beaucoup Benjamin Couto d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.